rend chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Pas Paul Prébois, ça. Non, vous êtes des musicos ou vous n'êtes pas des musicos? La première, Olivier Canton. Ouais, ça me dit quelque chose, mais c'est... C'est pas très loin, la famille ska, hein. C'est du ska, le Bad Manners. Ah, bah ça, c'est du ska, ça. Non, c'est pas du ska, mais non. c'est un peu la même famille, quoi. C'est les Nègres Marrons. Les Nègres Marrons, c'est... Nègres Marrons, c'est du ska? Bah, c'est pas du ska, mais c'est un peu... Attention, parce que moi aussi, j'aime la musique. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai pas choisi par hasard. Et le reggae descend du ska, donc voilà. Ouais. Voilà, on fait le bilan. Les Nègres Marrons, on va faire le bilan. Ah, je viens de comprendre. Bah oui, non, mais parce qu'il y a quand même... C'est pour ça que je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi les Nègres Marrons aujourd'hui? J'aime bien les Nègres Marrons en plus. Mais oui, c'est sympa. Oui, on va faire le bilan. Parce que vous y étiez toute la semaine au Masters de fin d'année, au Masters de Turin, le tournoi des maîtres et la victoire de Yannick Sinner face à Carlos Alcaraz. Vous y étiez, oui, ici à Eurosport pour commenter. En plateau, vous n'avez pas arrêté, tous les deux. Ici, c'est ici. Ici, c'est ici. Et dans Retour gagnant, on va en parler en faisant un petit pas de côté, puisqu'on a déjà dit beaucoup de choses dans Eurosport Tennis Club. On a déjà tout dit. Allez, avec Justine, avec Bertrand, sur cette finale, sur ce titre, le deuxième en Masters de Yannick Sinner face à Carlos Alcaraz. Mais on va s'interroger sur leur bilan justement à tous les deux. C'est qui le plus fort entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner? C'est Yannick Sinner? Alcaraz. Ah bah voilà, mais c'est parfait. Vous n'êtes pas d'accord? On dirait presque que c'est fait exprès. Donc Yannick, c'est une vraie question. C'est quand même une vraie question parce qu'ils sont à égalité tous les deux en Grand Chelem. De chacun cette année. L'infini numéro 1. Égalité en Grand Chelem. Cette saison. Là, on est sur le bilan de cette saison. C'est qui le plus fort. La saison, on part. Oui, d'accord. Okay. Et puis dans l'absolu aussi, si on veut étirer un petit peu le fil. Il y en a un qui finit numéro 1, l'autre qui remporte le tournoi des maîtres, qui est quand même un peu aussi une référence pour la deuxième fois de suite. Mais est-ce que le meilleur joueur de la saison est le joueur le plus fort, sachant que Yannick Sinner a aussi été absent pendant 3 mois? On va revenir là-dessus, mais déjà, celui qui fait la plus forte impression, le plus fort? Donc, vous en avez chacun un. Déjà, au Masters, évidemment, c'est Sinner. Il y a ce deuxième titre d'affilée, il y a ses stats assez incroyables en indoor, il en est à 31 victoires consécutives. Après, attention, on débat, c'est à la marge. Les deux joueurs sont tellement proches. Ça se joue à quelques points. Roland Garros, ça s'est joué à 3 balles de match. Voilà, ça s'est joué à une balle qui touche 2 fois le... Oui, après, sur la saison, moi, sur la saison, je dirais Sinner, parce que déjà, il aurait dû être numéro 1 mondial s'il n'avait pas été suspendu pendant 3 mois. Mais tu ne vas pas refaire l'histoire. Mais quand même, il a manqué 3 mois de compétition et il vient mourir à quelques points de Carlos Alcaraz. Et puis tu analyses quand même froidement les chiffres. Cette saison, c'est 6 défaites. Mais en fait, il a été battu que par 2 hommes. C'est-à-dire qu'il a été battu plusieurs fois par Carlos Alcaraz, 4 fois. En fait. Il a été battu par Bublik à Halle. Et encore l'autre défaite, c'est Griekspoor, mais contre lequel il abandonne à Shanghai. Tu regardes après en détail tous ces tournois cette saison. En fait, il est quasiment en finale de tous les 12 tournois, 10 finales. C'est ça. En fait, il n'y a que 2 fois une finale, à Halle et à Shanghai. Il fait les 4 finales du Grand Chelem et il gagne le Masters. Je ne sais pas si on mesure bien ce que ça représente. Non, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il accomplit. Et évidemment que Alcaraz est fabuleux, évidemment qu'il est fantastique. Mais si tu me demandes mon avis, pour moi, le vrai numéro 1 en 2025, le meilleur joueur, c'est Sinner. Je ne sais pas si vous avez vu juste la petite info qui a sorti, non pas pour une fois, Jeux 7 et Maths, Bastien Fachan. C'est assez incroyable. Sur leurs 16 confrontations désormais, ils ont marqué le même nombre de points chacun. C'est extraordinaire. Ça résume assez bien la situation. Ce débat. Alors, très bon débat. 1651 points chacun. Monsieur Canton, mon cher Olivier, écoutez, avant toute chose, revenir sur... Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'Alcaraz... Parce qu'on blaguait sur les discours politiques hier avant de préparer l'émission. Ah oui. Je ne vous ai pas coupé la parole. Quelle indécence, monsieur Millard, quelle indécence. Alors, Alcaraz c'est dur à défendre, du coup, après ce qu'il a dit. Mais, bon, déjà, Yannick Sinner, ça je l'avais déjà dit dans cette émission, a eu 3 mois de compétition en moins. Bon, pour les raisons qu'on sait, il était suspendu. Mais ça veut dire aussi quand même un peu plus de fraîcheur pour finir la saison avec un peu moins de matchs. Alors certes, quand on gagne beaucoup, on a quand même beaucoup de matchs. Il termine comme s'il n'avait pas eu de suspension quasiment, tellement il a bien joué. Mais il termine, je pense, quand même un peu plus frais que Carlos Alcaraz. Et il a eu le temps, il l'a dit, pendant cette période de 3 mois, de se retrouver en famille, de se régénérer, des choses que les joueurs de tennis n'ont jamais le temps de faire finalement sur une aussi longue période. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler en ce qui concerne le calendrier, parce que le patron de l'ATP voudrait justement que les périodes de repos soient plus longues. Oui, on va en parler. Donc, je pense que ça joue quand même en sa faveur. Et après, sur les confrontations, sur la saison, Alcaraz en a quand même gagné plus. Enfin, il y a un abandon.
4-2 pour Carlos Alcaraz. Et Diana, c'est l'abandon. Et à Cincinnati, et c'est la finale de Rome, il revenait de suspension. Deux titres de plus pour Carlos Alcaraz. Un abandon, ça veut dire qu'il n'était pas prêt ce jour-là. Bon, après, et qu'il a abandonné aussi à Shanghai, c'est peut-être qu'il y a encore parfois des petites failles. Il n'est pas bien préparé physiquement. Donc voilà, donc je trouve... En fait, je dis ça parce que je trouve qu'en termes de jeu, tout simplement, avec les progrès qu'il a accomplis, Alcaraz, au service et au retour, il avait déjà un jeu extrêmement complet, il savait déjà tout faire. D'ailleurs, quand ils étaient jeunes, avec 2 ans de moins, quand ils avaient 15 ans et 17 ans, ils s'étaient joués un challenger, c'est Alcaraz qui avait gagné. Je pense que c'est un joueur de tennis qui est plus fort, au global. C'est assez dingue de dire ça quand on voit le niveau de Sinner. Et je pense qu'il a plus d'armes. Je pense que, évidemment, là, Sinner a joué sur son terrain en indoor. Et encore, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il y a quand même une balle de première manche pour Alcaraz. Et dans le deuxième set, le débreak se joue quand même sur un retour boisé qui touche 2 fois le cadre. Et avec beaucoup de réussite. Donc, et une petite blessure aussi. Alcaraz, il a dit que ça ne l'avait pas gêné. Il ne s'est pas caché derrière ça. Il ne se cache jamais ni l'un ni l'autre derrière ce genre de choses, de toute façon. Ils sont toujours très je pense qu'à tout meilleur niveau, en utilisant au mieux leurs armes, etc., et on a vu, je crois, à l'US Open, où on a vu la meilleure version d'Alcaraz, je pense qu'Alcaraz est au-dessus. Je pense qu'Alcaraz a les cartes, en tout cas, pour battre Sinner s'il joue à son meilleur niveau. Alors, c'est peut-être pas encore le cas sur cette surface, en indoor. Sur les 3 autres, je pense que oui, donc on verra l'année prochaine. Mais lui, il pense qu'il est au niveau Carlos Alcaraz en indoor. Il en a parlé en conférence de presse juste après sa défaite. I never doubt about myself. I never doubt about my level on indoor court. I didn't doubt about playing and fighting toe-to-toe with Jannik on indoor court. So I thought at the beginning of the match, and I thought right after yesterday's match that I can beat him, that I can compete against him here. So I had a few points that I could have win in the tiebreak that I lost it, and obviously in the second set break up, and it was 30-15 serving that I didn't make it. So I would say that was the key, because it was a really important moment, and I met him to making the passing or making the lob or making whatever. So I think that was a really important song that I didn't do well today. Moi, je trouve toujours qu'Alcaraz a un panel de coups et de possibilités un petit peu plus grand que Sinner. Oui, il est plus créatif, non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il t'amène un peu plus ce tennis frisson que Sinner n'en a pas, avec un jeu plus robotique, même si on l'a vu durant cette semaine au Masters, un peu moins dans la finale. Il essaie d'apporter de la variation. Il essaie de s'inspirer d'Alcaraz. Et des montées au Ce qu'il avait dit au lendemain de sa défaite de l'US Open, c'est je dois travailler pour avoir plus. C'est marrant, durant la finale d'ailleurs, quand même, il réussit une amortie sur la balle de débreak pour revenir à 3 partout. C'était assez symbolique de le voir réussir ce coup-là face à Alcaraz pour recoller à 3-3. Et c'est symbolique aussi que finalement, après sa série de 65 jeux de services consécutifs perdus, il en a perdu un contre Alcaraz. Et en faisant pas de conséquences. Direct, ça prouve quand même qu'il y a un peu plus aussi de tension, je pense, face à l'Espagnol, où dès qu'il se relâche un petit peu, ça peut faire mouche, alors que contre les autres, il a une marge qui est quand même grande. Et je pense qu'à 15-40 sur un demi-nord où Fritz, Musetti, il va pas, il va pas faire la même chose, il va pas trembler, il va faire 2 grosses premières et revenir. Il l'a fait très souvent contre Zverev aussi cette semaine, la semaine dernière. Donc voilà. Non mais après. Voilà, on est d'accord tous les deux, ils sont tellement proches que c'est difficile d'en dégager un, surtout quand on voit les chiffres au global. Ils ont le même nombre de titres maintenant. 24 chacun, au global. Même nombre de grands chelems cette année. Ils se partagent tous les titres. L'année dernière aussi. Il a joué plus de tournois. Bon, et tous les deux, ils ont progressé par rapport à la saison dernière. Ouais, carrément. Peut-être encore plus Alcaraz. Puis il suffit de regarder les demi-finales. Il suffit de regarder les demi-finales du Masters. Enfin, tu vois, jamais tu imagines Félix Auger-Aliassime ou Deminor remporter ces matchs-là. Tu sais déjà à l'avance qu'ils vont disputer la finale. Comme tu sais quasiment à l'avance, quand tu vas voir tomber le tableau de l'Open d'Australie, qui vont aller en finale. C'est quand on va faire notre concours de pronostics. Comme a dit Laurent Verne dans son papier sur ce bilan des deux, c'est l'Open d'Australie. C'est là où la différence se fait entre les deux. Où Carlos Alcaraz, il est tombé en quart de finale. Oui, mais justement, Alcaraz contre Djokovic,
il faisait encore un peu petit garçon à ce moment-là. Il n'avait pas encore. C'est peut-être grâce à ça qu'il est devenu le joueur. Oui, il n'avait pas cette régularité, parce que c'est là où on l'a critiqué. Tu te souviens, juste après, on a dit dans sa gestion de calendrier, dans sa manière d'aller faire la fête avec ses copains, il est peut-être pas sérieux. Peut-être que ça durera pas finalement, Alcaraz. Puis juste après, à partir d'avril, il a quasiment gagné tout ça. Ouais, mais là, ils se sont dit qu'ils allaient aussi travailler le service. Et ça s'est vu. Ouais. Il a un service aujourd'hui qui est assez dingue. Il peut tout faire au service. Il peut faire des premières. Quand il a besoin d'une grosse première à claquer, il peut la faire. Il a un slice incroyable. Il a un kick incroyable. Il a des services au corps qu'il utilise de plus en plus souvent, qui est très bon aussi, qui a beaucoup gêné Sinner lors de la finale du Masters. Donc, il a augmenté ça. Et puis surtout, il s'est amélioré au retour de service, mais de façon conséquente. Contre Djokovic en Australie, il ne retournait pas du tout comme ça. Donc, ce sont les deux... c'est les deux coups majeurs du tennis moderne. Le service et le retour. Franchement, c'est là où ils ont les stats les plus folles tous les deux. Quand on commence le point avec une balle qui revient à mi-court dans le carré, normalement, quand c'est Sinner ou Alcaraz, le point est tué, c'est fini. Et quand on retourne bien, quand on retourne long, on engage l'échange, et avec la force qu'ont ces deux joueurs à l'échange, ils ont déjà de grandes chances de remporter le point. C'est terrible à dire, mais... Donc tu vois, là, on se bat à la marche pour savoir qui est le meilleur, qui est plus fort, qui truc, qui machin. C'est comme la finale de Roland-Garros, quoi. Ça se joue à un point. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont à des années-lumière au-dessus du reste du plateau. Et alors, à la fois, c'est bien. Heureusement qu'il y en a deux, parce que s'il n'y en avait qu'un comme ça, alors là, par contre, je pense qu'on s'ennuierait. Alors, nous, égoïstement, en tant que média, tu vois, la finale a encore fait un carton sur Eurosport, parce qu'ils sont hyper... C'est grâce aux commentateurs. C'est peut-être plus l'effet Millard, c'est vrai, que l'effet Sinner ou Alcaraz. Il y a de présentateur, peut-être. Je pense que c'est même plus le présentateur. Oui, parce que Justine Hénin, aux commentaires, ça rapporte. Apparemment, le patinage a pris la marée en face. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont devenus hyper identifiés, alors notamment pour le public français, parce qu'il y a eu cette finale de Roland-Garros. Donc, la Sinner-Alcaraz, on en a parlé beaucoup, c'est sorti du cadre des magazines de sport, des journaux de sport. Il n'y a pas qu'Eurosport et l'équipe qui en ont parlé, c'est ça. Donc forcément, les gens ont eu envie de regarder. C'est assez révélateur quand même, ça a fait un carton d'audience, alors qu'en face, il y avait un match de foot. Tu vois, ça veut dire que tu existes même. De l'équipe de France. Voilà. Oui. Et une victoire française en Grand Prix de patinage artistique. Est-ce que les gens ne vont pas se lasser à la longue? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est une vraie bénédiction pour le tennis. C'est comme Federer-Nadal. Mais tu sais, dans les années, parce que je suis vieux, donc dans les années... comme si on avait 50 ans. Dans les années 2000, au début des années 2000, quand Federer dominait, ou au milieu des années 2000, j'entendais parfois Roland Garros, on en a marre, sur un match de Federer, on en a marre qu'il gagne tout. Alors qu'il y avait juste Nadal de l'autre côté. Comme il jouait, non, mais c'est les premiers tours, quoi. Oui, mais enfin, Roland Garros. Profiter d'un mec comme ça, quoi. Comment ça joue. Moi, à la limite, qu'il gagne tout, c'est pas grave, il nous régale, quoi. Mais ça plaît pas aux gens. Et dès qu'on devient trop fort, ça plaît pas aux gens. Alors, comme ils sont deux, là, ça plaît encore. Bah oui, de toute façon, il y a quand même toujours une forme d'unanimité autour de lui. Il n'y a pas trop eu de lassitude sur les victoires de Federer. Partout. Quand il dominait vraiment, je parle là de 2004. 2004-2006. 2004, 2006, 2007, ouais, si, quand même, parce que il jouait parfois des Baghdatis, des Gonzalez en finale, des Hewitt qui étaient un peu en deuxième partie de carrière. Et il y a des gens qui commençaient à se dire, oula, il va tout gagner, il y a 3 grands chelems par an, c'est pas drôle. Voilà, il manque le Djokovic. On les compare. On attend le Djokovic là maintenant. Le nouveau Djokovic. Pendant toute l'ère Nadal, est-ce qu'on était finalement passionnés? Moi, Nadal, j'en pouvais plus. Et franchement, dans les travées. C'est surtout les finales. Ça donnait des finales. On était admiratifs de Nadal. Mais les gens n'en pouvaient plus de ce manque de suspense. Tu démarrais la quinzaine, tu savais qu'il allait gagner. Tu gagnais un match 6-3, 6-1, 6-1. Il disait que c'était très dur. Je savais que ça allait être très compliqué. Et au prochain tour, ce sera encore très, très dur. C'était un peu. On ne sait jamais. Les finales, il y a combien de finales de Roland Garros quand expédié son intérêt, en fait. Il n'y a jamais eu de finale en 5-7, de toute façon, avec Nadal. Mais il n'a jamais fait de match en 5-7 à Roland. C'est ça, hein? Non, il y a eu un match en 5-7 contre pas de finale. Contre Isner. Putain, j'ai oublié celui-là. Moi, j'ai Paul-Henri Mathieu, le gros combat. Le premier tour contre Isner, c'est Isner qui l'a le plus... Enfin, ceux qui l'ont battu, bien sûr, mais qui l'a le plus embêté, sinon, ouais. Mais c'était sur un premier tour, en général. C'était pas encore bien rodé. Et contre un gars qui a un jeu complètement atypique, un gros service et tout. On peut faire un petit parallèle d'ailleurs. C'est qui le plus fort entre Sinner Alcaraz et entre Nadal Federer saison 2017. Voilà, mais c'est le même type de débat. C'est la même chose, 2 grands chelems chacun. Il y en a qui vont préférer Nadal qui finit numéro 1. Mais ça, le bilan, on peut pas le faire maintenant. On peut le faire si. Alors, je crois qu'Alcaraz est à peu près en avance. S'il avait gagné là, il aurait été vraiment en avance sur Nadal, qui n'a pas gagné le Masters, d'ailleurs en gagnant le Masters. Et les 4 grands chelems, s'il gagne l'Open d'Australie, il est un peu plus jeune que Nadal, qui a gagné le dernier 4 à l'US Open en 10.
c'est-à-dire il avait 24 ans. Il gagnerait avant ses 23 ans tous les grands chelems. Donc il est un peu en avance pour l'instant au niveau des grands chelems, mais il n'a pas encore gagné le 4e. Après, sinon, si on écoute les anciens joueurs, bon, ils sont peut-être mieux qualifiés que nous encore pour en parler. On a entendu McEnroe hier. Ouais. Pour lui, c'est ce qui s'est fait de mieux dans l'histoire du tennis. Après, McEnroe, je me méfie, j'adore, on l'a passé hier cet extrait. C'est à l'américaine, il faut toujours la petite phrase. Voilà. De dire tout et son Federer contraire. Prime, c'était quand même quelque chose. Encore une fois, comparer les époques, et même des époques récentes, c'est impossible. C'est impossible. Bien sûr. Saint-Étienne 76, c'était injouable, c'est ça? C'était fabuleux. On a joué contre des clubs qui étaient à l'époque le Dynamo de Kiev, c'était l'URSS, c'était 15 pays. On jouait contre un petit club, petite ville contre 15 pays. Pour les quelques personnes qui ne le savent pas encore, il est Stéphane. Le Dynamo Kiev était la plus grande équipe d'Europe. Le Bayern, on n'en parle même pas. Et le PSV Eindhoven éliminé. Il va nous ressortir les photos carrées. C'était le Liverpool aujourd'hui, ou Manchester City d'aujourd'hui. On battait ces équipes-là. Le PSG d'aujourd'hui, tu veux dire? Exceptionnel. C'est qui les champions d'Europe, Bertrand? Mais il y avait un peu moins d'argent à l'époque dans le foot. Ah oui, d'accord. L'argent, on va en parler après. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Mais d'abord, je suis supporter de Bordeaux, ils n'existent plus. Alors, tu vois. Ah oui. Mais ils existent en National 2, ils sont qualifiés en Coupe de France ce week-end. J'ai connu les frères Vujovic, moi, monsieur. Toi, t'as pas connu, toi? Non. Zoran et Zavko, c'était quelque chose. J'étais pas né. Ah, ça, j'étais pas né, c'est elle qui peut le dire. Oui, parce que tu J'ai eu peur quelques instants. Si on remonte aussi. Bon, allez, on recentre le débat. Oui, parce qu'on parle de tennis quand même là. Ouais. Et donc, en 2026, ça va continuer comme ça? Est-ce que ce sera les deux qui vont tous partager? Regarde, on a un concours de pronostics dans la rédac. Avant chaque Grand Chelem et chaque Masters 1000, on doit donner nos pronos. Tu vois le tableau tomber de l'Open d'Australie, tu mets autre chose qu'une finale Sinner-Alcaraz? Moi, je parie sur Zverev. Non, je rigole. Botic Van Zandvoort peut-être il y a des épouvantails comme ça. Pushkin ayant bientôt 38 ans, il faut que je trouve d'autres, des nouveaux. Je trouve du joueur un peu sans charisme et ennuyeux. Bon, Zapata Miralles, moi j'ai toujours. Mais il a coulé, Zapata Miralles, malheureusement. Non, mais c'est vrai, t'en vois pas pour l'instant. Non. Alors, on a quand même demandé aux consultants d'Eurosport de nous donner leur pari pour 2026. Les joueurs qui vont briller selon eux. On regarde et on voit si vous êtes d'accord. Okay. Si vous aussi, vous avez des paris pour 2026. Je dirais Mensik, on l'a découvert, on va dire au niveau grand public avec son titre à Miami, mais il est jeune, extrêmement jeune, très puissant, complet dans tous les secteurs du jeu. Alors il a encore, je pense, à développer, mais c'est pas le seul, mais va falloir qu'il s'y mette un petit peu cette transition entre le jeu de fond de cours et cette projection un petit peu plus à l'intérieur du terrain et venir un petit peu plus devant, mais il est complet dans tous les secteurs. Ça m'intéresse de voir, surtout avec le profil de jeu qu'il peut avoir pour pouvoir arriver à aller titiller un petit peu plus les deux monstres devant. Alors pour moi, le joueur à suivre, c'est Fonseca. Il est déjà 24e mondial, il fait une saison assez phénoménale quand même, capable de jouer sur toutes les surfaces, un tennis porté vers l'avant, un tennis d'avenir vraiment. Il a ce coup droit super puissant, il est capable déjà de très bien servir. Et il y a vraiment ce côté très décomplexé, je crois aussi, qui va lui permettre, alors si je dois me projeter et donner un classement, je pense que la prochaine il peut rentrer dans le top 10. Alors moi, je ne peux pas penser à cette année 2025 sans penser à Lerner Tien. Je trouve qu'il vient de gagner l'ATP de Metz tout fraîchement, en confirmant sa progression. On en parle peu parce que, contrairement à justement Fonseca, parce que c'est la même génération, qui a un jeu plus impressionnant sur le papier avec beaucoup de puissance, Lerner Tien, lui, va utiliser vraiment cette précision. Et moi, ça me fait penser, alors même s'il est droitier, à un Djokovic. Un Djokovic, c'est pas le joueur le plus puissant, mais c'est tellement chirurgical ce qu'il fait. Et je pense que son jeu légèrement différent va lui permettre, avec l'expérience qu'il va prendre face aux meilleurs joueurs, de titiller des joueurs avec d'autres armes que ce qu'on voit en général sur le circuit. Alors moi, si j'ai vraiment un joueur que j'ai envie de suivre un peu plus particulièrement par rapport à ce que j'ai vu, c'est Arthur Fils.
Mais voilà, par rapport au progrès qu'on l'a vu faire sur le début de saison, en tout cas aussi au potentiel qu'il est toujours capable justement d'aller chercher supplémentaire. Voilà, moi j'ai vraiment envie de le voir faire une saison entière comme il a pu commencer justement 2025 et je pense vraiment qu'il va être capable d'aller matcher très très régulièrement avec les joueurs du top 5 pour aller s'installer dans le top 10. Bien évidemment, c'est à mettre aussi au conditionnel en fonction de son état physique. Et pour s'installer justement dans le top 10, il faut aussi faire une saison pleine, une saison régulière, une saison qui ne sera pas parsemée de blessures. Mais par rapport au niveau intrinsèque de son tennis, par rapport à son côté athlétique, à sa manière dont il bouge, dont il est capable de tenir les matchs longs, dont il a été capable d'enchaîner les matchs très régulièrement en début d'année, voilà, je le vois tout à fait capable d'être à ce niveau-là pendant une saison entière. On peut lui faire confiance à Arnaud Clément, c'est lui qui a gagné les pronos du Masters. Et tu sais où il l'a fait, sa vidéo? Non. À Roland-Garros. Non, à Monte-Carlo. la Rafa Nadal Academy. Ah ouais. Il était en week-end avec des copains et ils sont allés visiter la... Ouais. Ah mais oui, j'ai vu la vidéo. Il y avait Arnaud Di Pasquale aussi. Exactement. Ah oui. Je pensais qu'il allait être avec Rafa, moi, tu vois, quand on a fait la vidéo. Bon. Il lui donnait son avis. Il aurait pu lui demander son avis pour qui allait être brillé la saison prochaine. C'est dommage. C'est des joueurs qui peuvent inquiéter des Sinner et Alcaraz, ceux qui ont été cités. Moi, je trouve qu'il en manque un, quand même. Moi, j'aurais mis Draper. Jack Draper. Parce que Draper qui est blessé. Grosse blessure. Draper, il a été 4e mondial en juin. Là, il est redescendu à la 10e place parce qu'il n'a plus joué depuis New York avec son gros problème au bras. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça commence à devenir un peu inquiétant. Mais c'est ça qui est terrible dans le tennis, c'est qu'on oublie vite. Draper, dans la première moitié de saison, c'est monstrueux. Tout le monde dit c'est lui qui peut justement aller les inquiéter parce qu'il gagne Indian Wells. Il bat Alcaraz au passage, d'ailleurs. Moi, j'ai le souvenir de l'avoir vu sur terre battue. Il va en finale à Madrid où il bat Musetti. Je le vois à Roland-Garros sur le Langlen au 3e tour contre Fonseca. Je me dis, ça, c'est un match qu'on veut voir. Il lui a marché dessus. Mais Fonseca faisait petit garçon parce qu'il mettait un lift terrible. Il y en avait qui commençaient d'ailleurs à le comparer avec le lift de Nadal, avec toute la puissance qu'il mettait. Et puis bon, patatras, derrière, il s'est blessé. Les absents ont toujours tort. Il a peut-être payé un petit peu ses efforts. S'il revient à 100%, il est encore très jeune. Lui, il a quand même ce profil-là pour aller les inquiéter, parce qu'il a du punch, parce qu'il a le service, parce qu'il a aussi la croyance en son jeu. C'est un gars qui est quand même bourré de certitude, qui a un gros ego. Du mental. Moi, j'y crois. Il a malheureusement un physique très fragile. C'est pas la première fois qu'il se blesse. Il avait une confiance assez fragile aussi, et c'est au moment où il avait bien pris confiance en ses possibilités et en son jeu, en gagnant les résultats qu'Olivier a donnés, c'est à ce moment-là qu'il se reblesse, sérieusement. Donc c'est dommage parce qu'il va redescendre au classement, il va falloir qu'il se reconstruise un peu à tous les niveaux, physiquement, tennistiquement, revenir, retrouver de la confiance, etc. C'est un peu dommage, effectivement, parce que c'est un gars qui montait bien et qui aurait pu prétendre peut-être finir 3, pourquoi pas, la saison. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il a battu Alcaraz plusieurs fois. D'ailleurs, je crois qu'il a battu aussi au Queens l'année dernière, il me semble. Enfin, il l'a battu, oui. Néanmoins, là, on parle il peut les battre sur des meilleurs des 3 sets. Et là, si on doit parler des grands chelems, honnêtement, je ne vois pas qui, au meilleur des 5, peut battre ces deux-là. Après, il faut juste voir. Alors, on dit toujours, oui, mais Sinner, il n'a toujours pas gagné un match de plus de 4 heures. Alors certes, mais est-ce qu'il va en jouer beaucoup des matchs de plus de 4 heures avec le niveau qu'il a? Il ne va pas en jouer beaucoup, qui va le pousser à 4 heures. C'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas arrivé jusqu'à ce stade à part contre Alcaraz. Puis il va faire en sorte que ça ne dure pas 4 heures. C'est pour ça qu'il démarre au plancher aussi. C'est pour ça, même un Draper, à mon avis, il sera plus rôti en jouant Sinner à 4 heures de jeu. J'ai pas trop d'inquiétude sur le physique de Sinner. Donc, non, faut voir, c'est que dans les matchs contre Alcaraz, quoi. Mais c'est bien de trouver des noms comme ça, et Olive a raison, c'est un très bon joueur. On espère qu'il va revenir, parce qu'on a quand même besoin de profil, mais après, je crois qu'il faut aller voir un peu chez les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont la génération encore en dessous. Davidovich Fokina à Bâle, j'avais commenté la finale, il perd assez sèchement contre Fonseca, et il dit à Fonseca, tu vas être très fort, tu vas être le Novak de Alcaraz et Carlos. C'est intéressant parce qu'effectivement, Novak Djokovic est arrivé en 3e homme dans la génération Federer-Nadal et a fini par les dépasser. Mais là, le boulot est énorme parce que ce Fonseca est très bien. Ouais, mais on donnait pas cher de sa peau à Novak Djokovic.
quand les deux autres dominent. Au début, on ne le voyait pas arriver à ce niveau-là. Il était à la rue, il n'arrêtait pas d'abandonner, il avait des problèmes respiratoires. On le regardait un peu avec condescendance. Quand il faisait un peu le clown. On disait, bon, il est gentil, là, il fait ses blagounettes, c'est sympa. Mais... Et puis, il est gentil, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. Donc, attendons, Fonseca, je trouve que pour l'instant, même physiquement, il n'est pas encore complètement. il n'est pas dégrossi, ça se voit. Voilà, ça se voit. Il y a encore du boulot, il y a plein de boulot dans plein de domaines, mais il a déjà un coup droit qui est monstrueux, vraiment. Et il a un mental qui est quand même pas mal, parce que gagner un 500, première finale de 500, il a expédié Davidovich Fokina. C'est quand même bien. Donc, il a 19 ans, il faut le laisser mûrir. Mais quand il en aura 22, admettons, Sinner en aura 27. Bon, le Alcaraz aura 25, c'est encore bien jeune, hein. Mais peut-être qu'il y a 22, 27, 23, 28, à un moment donné, il va quand même... oui, Djoko et Nadal ne sont pas si loin en âge aussi. Mais pour l'instant, Federer un peu. Pour l'instant, il est insouciant, Fonseca, mais quand il en aura 22, 23, qu'on lui dira, mais t'as toujours pas gagné au Grand Chelem, et ça sera pour quand, et que tu vois, ça va commencer à... Ça aussi, il faudra voir. Ou alors, ils vont faire une carrière comme il y a eu le Big 3, il y aura un Big 2, et qu'il y en aura un de temps en temps qui gagnera un autre, et puis voilà, un Grand Chelem. Mais c'est tout, ça peut arriver. Hein. Ce sera peut-être Nalbandian ou Del Potro, quoi, Fonseca. Il y a Wawrinka, il y a eu Wawrinka, il en a quand même gagné. Il y a Murray, Wawrinka. Là, un Mensik, c'est vrai que comme le discute quand même, un Mensik, même si là il est bien en dedans dans cette fin de saison, comme là aussi un très jeune joueur, il a quand même du potentiel. Ouais, un Masters 1000, en battant Djoko. Il a des lacunes aussi. Hein. Ouais, de là à le voir top 5 très vite. Oui, je sais bien, à l'US Open. On s'en souvient. On s'en souvient bien. Ouais. Il y a même Silic qui en a gagné. Je me souviens de l'arbitre aussi. Oui. Monsieur Garner. Donc, non, c'est Fonseca, peut-être au troisième. Lerner tienne, je trouve bon, mais pour l'instant, c'est... mais il a 19 ans. Oui, mais c'est ça. 19 ans, c'est pour ça que c'est très difficile. Arthur Fils a un potentiel pour battre beaucoup de joueurs aussi. Hein. Mais elle a mal au dos. Et le dos, c'est embêtant. J'espère qu'il reviendra. Moi, il y a un truc, tu dis, on oublie vite. On a déjà oublié Dominic Thiem. Et moi, il me manque Dominic Thiem sur le circuit. C'était quand même un gars, il a 30 ans, il aurait 31 ans. Et quand on voit comme il était tellement fort, ce joueur. Il a que 30 ans. Il a 31 cette année. Il a arrêté à 30 ans. Il a arrêté très jeune. Mais lui, il n'arrivait pas à s'en sortir. Ça n'est pas sorti à cause de son poignet. C'est ça la sortie du truc. Et quand il est revenu, c'était même pas un problème de physique, c'est que mentalement, il n'arrivait plus. Il était plus dedans, il n'arrivait plus à travailler, je pense, comme avant et tout. Mais ça manque un joueur comme ça. Parce que lui, il inquiétait quand même les tout meilleurs. Il les battait pas. Il battait pas Nadal ou Djoko. Aussi parfois dans des matchs au Masters. Ça a été un bon faire-valoir en finale de Roland-Garros. Meilleur des 3, mais au meilleur des 5, là, franchement, je dis là, je vois pas qu'ils vont encore gagner les 4, les deux prochaines, s'ils se blessent pas. Djokovic, non. À moins que tu aies un Bublik comme ça qui prenne feu sur un match, mais regarde, Bublik, on en a fait des caisses à l'US Open quand il a affronté Sinner en disant il l'a battu à Halle, et s'il le faisait, il a pris quoi, 1-1. Il a pris une grosse rousse. C'est vrai qu'il y a 3 fois 1. 3 fois 1. Mais non, parce que le public, ça manque trop. D'abord, c'est pas tout le temps qu'il doit attaquer. C'est pas assez en place complètement et concentration à 100% et tout pour tenir contre ces gars-là. C'est pas possible. On peut pas parier sur lui, non, clairement. Et puis Sinner, il sortait d'une finale de Roland-Garros épique. Il a eu 3 balles de match. Enfin, voilà, premier match sur gazon depuis la saison d'avant. C'est un peu ou deuxième, je sais plus. Enfin bref. Et puis on sait ce qu'il a fait derrière après avoir perdu contre Bublik, il va gagner Wimbledon, quoi. Donc bon. Oui, c'est déjà arrivé. Alcaraz a perdu contre Draper au Queens en 2024. Il a gagné Wimbledon aussi derrière. Hein. Les objectifs de ces joueurs-là, c'est déjà avant tout les grands chelems. Avant ATP 500, c'est sympa pour eux, mais c'est pas. Non, mais ils en jouent. Oui, ils sont obligés d'en jouer. Justement, on va parler du calendrier. La transition. Merci Bertrand. Et oui, puisque le bilan de cette saison, c'est aussi ce calendrier. Ça a beaucoup fait parler. Les joueurs se sont beaucoup exprimés là-dessus. Le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, lui aussi s'est exprimé à l'issue de ce Masters à Turin sur ses choix et notamment sur cette volonté que les Masters 1000 soient la pierre angulaire du circuit ATP au détriment des ATP 250 qui ont vocation à être moins nombreux qu'avant. Ils ont déjà réduit la voilure en termes de nombre d'ATP 250 sur le circuit. Puis il dit un truc qui est quand même assez juste, mais qui peut être critiquable également, c'est par rapport au fameux... On va regarder ce qu'il a dit justement Andrea Gaudenzi en conférence de presse. Overall, I think our strategy has been clear to focus on the premium product, which is the Masters. And the reason for that is very simple. We need to provide the best possible experience to the fans. And the fans love to watch the best players in the world playing against each other in the best events. This is definitely those moments, the 4 Grand Slams, the Masters and the finals,
is the moment that we all get to see the best players playing against each other. And then obviously you have the 500, the 250, that for those players who play less matches in the Grand Slam and the Masters, they need to play down and play to continue to keep their level up and improve. We have a calendar, but technically a player can choose where to play. They can prioritize a 250 over a 500, and they can prioritize a 500 over a Master. We have rules that are related to the incentives, to the ranking, that we try to influence their behavior, but ultimately a player chooses where to play. Alors, non, il dit des choses très intéressantes, mais il a dit aussi, alors on l'a pas entendu ici, que les joueurs se plaignent beaucoup des calendriers, mais qu'ils veulent toujours plus d'argent. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il dit les Masters 1000 sur 12 jours, c'est pour gagner plus d'argent. Et pour le redistribuer mieux à tout le monde aux joueurs. Pour qu'il y ait plus de bonus à la fin de la saison. Donc les joueurs sont un peu hypocrites, ils n'arrêtent pas de dire on joue trop, mais on veut plus d'argent. Donc déjà, ils jouent trop, ils jouent des exhibes. Ils jouent des exhibes parce qu'ils veulent plus d'argent. Ouais, donc, voilà. Donc là, déjà, il y a un truc. Au niveau des joueurs, je trouve que leurs critiques, on ne doit pas les entendre quand ils vont déjà jouer les exhibes, etc. Parce que c'est pas recevable. En revanche, c'est intéressant de voir comment il veut faire évoluer le calendrier. Ça va pas plaire aux joueurs à partir de la 50e place mondiale, qui ne rentrent pas dans les 1000. Et il parle des 500, enfin, il parle des 250 et les 500, mais il dit les fans. Mais c'est qui les fans? Parce que on parle de quoi? De gens qui regardent à la télé, qui regardent sur digital, ou des gens qui vont dans les salles? Parce que moi, le Moselle Open, je l'ai fait à Metz, je suis allé, c'est plein. Vous n'avez pas les 10 meilleurs mondiaux. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tous les joueurs n'ont pas les mêmes revendications. On ne peut pas s'adresser à Zverev, Sinner et Alcaraz de la même manière qu'un joueur qui est 70e ou 80e. C'est très compliqué pour Gaudenzi. Il a parlé de l'importance des challengers. Oui. Parce qu'effectivement, les challengers, ça permet des joueurs de progresser, de se faire un classement, de monter dans le top 100, etc. Mais il faut bien qu'il y ait une étape intermédiaire. On ne passe pas directement du challenger au 1000, enfin au 500 ou au 1000. En fait, là où il a raison, quand même, c'est que les gens, les fans, comme tu dis, mais quels fans? Regarde, Alcaraz-Sinner, c'est la garantie de faire un carton d'audience. Ça, c'est sûr. On l'a fait hier. Si tu avais eu 2 mineurs face à Fritz, tu faisais 3 fois moins d'audience, voire 10 fois moins. Oui, oui. Les gens ont besoin d'identifier des champions, comme il y a eu Federer, Nadal et Djokovic. Après, là où je suis d'accord avec Bertrand, c'est qu'il y a 2 types de tournois. Moi, je suis assez d'accord. C'est sûrement le sens de l'histoire d'aller vers un circuit plus resserré, parce qu'en effet, il faut qu'il y ait des tournois identifiables, qu'on se dise il y a les 4 grands chelems, il y a 9 ou 10 tournois, c'est les plus grands tournois du monde. Là, on a envie de regarder, et là, il y aura les meilleurs joueurs. Tu as agrandi ton tableau, tu passes de 56 à 96. Donc là, aussi, c'est pour les joueurs là tu fais plaisir à tes joueurs moyens. Mais les ATP 250, ce sont des tournois importants. Parce que pour créer des vocations, pour donner envie aux gamins de jouer au tennis, ces tournois-là, ils sont importants parce que tu vas avoir des champions. Alors, peut-être pas Alcaraz ou Sinner, mais tu vas avoir des joueurs qui peuvent être top 30, top 40, voire top 20. Ils sont importants, ces tournois-là. Ils vont chercher les meilleurs en leur donnant des garanties. Ça permet de se relancer. Regarde, Medvedev a gagné Almaty, alors qu'il n'arrivait plus à gagner un tournoi. Et le public, tout le monde n'a pas la chance d'habiter Paris, de pouvoir se payer des places à Roland-Garros, d'aller voir le Rolex Paris Masters. Donc c'est très très compliqué. Autre chose, on commande tous les 3 ici. On a fait, cette année, on a commenté tous les Masters 1000 sur 12 jours. Est-ce qu'on a pris beaucoup de plaisir sur les 2 premières journées du tournoi? C'est une purge. Les 4 premières journées. Les 4 premiers jours, c'est une purge. Voilà. Donc en plus, ça démarre le mercredi, tu sais jamais. Il n'y a pas de tête de série. On commence par un, je dis n'importe quoi, mais on va commencer par un Giron Nishioka. C'est le cas en Grand Chelem aussi. En Grand Chelem, les têtes de série commencent tout de suite, dès le premier tour. Donc, dès le premier jour, on a des Djokovic, oui, mais on a quand même des affrontements en Grand Chelem au premier tour, il n'y a pas les têtes de série. Ah non, il y a plus de joueurs, je ne suis pas d'accord. Il y a toujours des affiches dès le premier tour en Grand Chelem. Alors que là, si ce n'est des affiches, au moins les meilleurs. Alors que là, on doit scoltiner des matchs. C'est très long avant qu'arrivent les. Oui, mais grâce à ça, 250 sur un tableau de 32 ou de 28. On est tout de suite dans le vif du sujet quand même. Oui, mais en faisant ça, et là je me mets du côté de Gaudenzi, c'est-à-dire que tu permets aux joueurs qui sont 80e, 90e d'intégrer un tableau de Masters 1000, d'avoir un gros prize money dès le premier tour, parce que le prize money d'un premier tour de Masters 1000, c'est pas le même qu'un ATP 250. Non, et puis le sponsor paye plus cher. Voilà, etc. Si en plus tu gagnes un match, tu gagnes beaucoup plus de points, toi tout de suite. Et l'ATP, elle
C'est une entreprise et l'ATP ne travaille pas. Non, c'est ça. Non, mais eux, l'argent qu'ils gagnent, hein. c'est principalement la billetterie, beaucoup plus que les droits TV. C'est intéressant. Ils disaient 60% quasiment, ce sont la vente des billets. Eux aussi, ils raisonnent comme ça, et pour eux aussi, avoir une affiche, avoir les meilleurs dans leur tournoi, c'est important parce que ça fait. Il y a vraiment plus de monde. Regarde, à Miami, il n'y a personne. Mais si, il n'y a personne. Mais non, mais c'est parce que les gens, ils sont dans les allées, parce que les Américains, ils consomment pas le sport comme nous. Ils se collent pas dans le stade pendant 5 heures d'affilée. Mais les billets, ils sont vendus. Mais les billets, ils sont vendus. Ouais. Après, les gens sont peut-être pas au Il stade. dit que la formule fonctionne comme ça, qu'il faut donner un peu de temps. Les gens vont dans les allées, vont regarder une heure de tennis, ils sortent. Ok, parce que moi j'ai l'impression, il y a des 250, genre Estoril par exemple, où il n'y avait pas grand monde non plus dans les tribunes. Et il y en a aussi où c'est plein, quoi. Moi, j'ai commencé Buenos Aires, c'est 250, c'était la folie. C'était la folie. C'est ça aussi, c'est que c'est des tournois qui permettent de vivre dans des pays où il n'y a pas forcément une culture tennis. C'est-à-dire que tu te prives de la tournée sud-américaine. Là où il n'y a pas les grands chelems. La culture tennis, elle est en plus quand même planétaire, quand même, pratiquement. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où je joue pas au tennis. Même sur les continents. Même là, en Afrique, il y a le développement de challengers. Ça a malheureusement reculé, mais l'Inde était un pays de tennis qui a fait finale de Coupe Davis déjà, quand même un bon pays de tennis. La Chine commence à se développer aussi depuis quelques décennies. Le Japon, historiquement, ça a le Japon aussi, donc il est partout, il est sur tous les continents, le tennis. Donc moi, ce qui me gêne, c'est qu'on va toujours dans le sens des puissants, tu vois. Donc c'est un peu comme le foot avec la Ligue des Champions, tu veux faire une ligue fermée. Ouais. Mais c'est peut-être le sens de l'histoire, parce que je comprends en effet que d'abord, les gens aussi, le public, ne consomment pas le sport de la même manière que des vieux comme Bertrand et moi, par exemple. C'est-à-dire où nous, on pouvait prendre plaisir justement à avoir des joueurs pas forcément connus, mais qui vont être capables d'aller loin dans un tableau, alors que maintenant, le public, il a envie de vivre une expérience, donc il faut que ce soit toujours fabuleux, donc il faut qu'il y ait toujours la garantie d'avoir les meilleurs, d'avoir Sinner, Alcaraz en finale, et tu veux pas, absolument pas d'une surprise, ou alors si c'est Vachereau, Rinderknecht, c'est sympa, parce que c'est une cousinade. Si, parce qu'il y avait une histoire mais avec un circuit élitiste, aussi. on n'a pas l'histoire Vachereau, on n'a pas les cousins en finale à Shanghai. Oui, mais tu as envie de te rapprocher en fait de la Formule 1. C'est-à-dire que voilà, tu auras tes 20 dates là, donc, et puis toujours les mêmes. Et au moins, tu auras tes 20 dates, et puis tu sauras que là... C'est Giron et Mikkelsen, admettons, ils sont cousins et qu'ils sont en finale à Shanghai, c'est vu l'histoire de la même façon, quoi. Ouais. En plus, l'histoire, elle s'est poursuivie avec Vachereau à Paris. Oui, mais nous, les Français, Monaco, c'est pas loin, et on connaît bien, et on connaît le coach, on connaît tout ça. Bon, voilà, donc l'histoire est très sympa. Je suis pas sûr que... Elle a plu au-delà de la France, l'histoire. Elle a plu au-delà de la France, oui. Quand même, oui, parce que c'est une grosse surprise. L'ATP, je peux te dire qu'ils ont surcommuniqué là-dessus. Ils étaient quand même bien contents. Ils ont fait plus de bruit que quand Nori a gagné un Masters 1000. Je peux dire que sur les réseaux sociaux, les images des larmes, elles ont fait le tour. Bon, de toute façon, on est bien d'accord que le meilleur format, le plus beau format, c'est le format Masters 1000 sur une semaine, comme on l'a à Paris, comme on l'a à Monte-Carlo. Ah oui, mais là, c'est ça n'arrivera plus, ça n'arrivera moins, en tout cas. C'est dommage. Ce sont les meilleurs formats, mais il va falloir s'habituer. Et puis, tu as la garantie en faisant ça, qu'il n'y ait pas la création d'un circuit parallèle. Parce que le risque aussi, il est là. Ça va faire comme le golf. On ne le dit pas. Ça peut faire comme le golf aussi. Donc, tu dois aussi assurer tes arrières. Ça peut être un danger pour l'ATP de voir qu'un pays... Bien sûr, il y a le Live Golf, justement. Ça a fait... Ah bah oui. Ils sont allés chercher les meilleurs avec de l'argent. Ah ouais. Et comme ça... Sauf que ceux qui partaient sur le circuit secondaire étaient interdits de jouer sur le circuit principal, sur le PGA. Interdit Grand Chelem pendant... Oui, mais ça n'a pas duré. Finalement, je crois qu'ils ont Non, ils se sont arrangés. Oui, parce que bon, voilà. Mais grâce à ça aussi, ils font de la place à l'Arabie Saoudite pour son Masters 1000 en 2028. Tu te mets à l'abri aussi. Tu te mets à l'abri aussi d'un circuit. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un nouveau Masters 1000 Non. Ça, c'est une vraie question. On enlève des 250. Bah oui, mais là, ce ne sera pas un sur gazon. Oui, mais tu as besoin d'aller chercher des nouvelles ressources. On en revient au même. Si tu veux redistribuer plus aux joueurs, il te faut des nouvelles ressources. Oui, non, mais bien sûr. Mais donc, malheureusement, si c'est pour le faire en Arabie Saoudite, c'est de nouveau pour des mauvaises raisons, et donc ils nous ont enfumé encore. Parce que, comment ils justifient? Parce que c'est bien de dire. Non, mais c'est très compliqué. Le problème, c'est que tous les joueurs n'ont pas les mêmes revendications. Je pense qu'ils vont y aller en Arabie Saoudite, les joueurs. C'est marrant, hein. Je pense qu'ils vont y aller. Mais il ne sera pas mandatory, mais il va falloir. Ils vont y aller. Tu sais pourquoi ils vont y aller? Parce qu'il faut développer le tennis dans ce pays. Voilà. Et qu'ils vont le faire avec beaucoup de ils vont au King's Six Slam. Il faut développer le tennis dans ces pays qui en ont besoin. Ils font le Six Slam. Donc vous ne pensez pas que c'est pour cette raison? Mais comme Rafael Nadal, il l'a dit, Rafa. Il est ambassadeur. Ronnie O'Sullivan aussi au snooker, il allait monter son académie là-bas en disant c'est le meilleur pays au monde pour développer le snooker. Bien sûr. Non, mais on tape toujours sur Gaudenzi en le faisant passer pour le grand méchant. Mais il a raison quand il dit que les joueurs peuvent choisir aussi. Il faut se mettre à sa place, c'est pas simple. Quand il doit organiser un tournoi, il dit il y a 7 instances différentes.
ATP, la WTA, l'ITF, le truc, le machin. Après, il y a la Coupe Davis. Et oui, non, mais il faut telle date pour. C'est l'enfer. S'ils arrivent effectivement à c'est souhaitable, ça, de se mettre autour de la table et de dire il n'y a plus qu'une seule instance dirigeante avec les 4 grands chelems, disons 8 Masters 1000, avec les 50 Tout le monde a des meilleurs. intérêts différents à défendre, donc c'est impossible. Mais par contre, déjà avoir un calendrier entre WTA et ATP un peu plus. Qui se ressemble un peu plus, ça serait pas mal. Ça commence déjà. Il y a quand même plus de tournois mixtes qu'avant. Les Masters 1000, oui. Ça pose des problèmes aux télé. Logistique. Ça pose des problèmes aussi. Parfois, on doit commenter à telle heure et on dit ah oui, mais là il y a le match féminin. Mais les diffuseurs ne font pas la loi parce que c'est pas leur recette principale. C'est pas terrible. Pour les mariages, en revanche, c'est pas mal. D'ailleurs, on le voit. Les mariages fleurissent entre joueurs et joueuses. Mais oui, Shapovalov, Myriam Björklund, Deminor Boulter. Mais ça arrivait avant aussi. Oh, bah moins quand même. Roger Mirka. Il faut réussir à se voir un petit peu. Svitolina, Gaël Monfils, c'est récent quand même. C'est récent. C'est assez récent, peut-être qu'ils se sont rencontrés dans les tournois qui étaient mixtes. Ah oui. Ah oui. Ils ne se rencontrent pas que sur les tournois aussi. Bon, on n'a pas vraiment apporté de solution. Non, ce qu'on a retenu, c'est quand même c'est compliqué. Il met les joueurs face à leurs responsabilités sur l'affichage du calendrier en disant vous pouvez aussi choisir vos tournois. Là, il a raison. Ils peuvent choisir leur tournoi. Les tournois, ils ne sont pas obligatoires. Les ATP 500, tu dois en faire 2. Les 1000 sont obligatoires. Pas tous, déjà. Pas tous. Et les ATP 500, tu dois en faire que 2. Donc rien ne t'oblige à aller faire la tournée en Amérique. Zverev, il a joué 24 tournois. 24 tournois, dont 2 rien ne t'oblige à aller faire la tournée en Amérique du Sud. Rien ne t'oblige à faire la Lever Cup. Mais ce qu'il dit sur les 1000 n'est valable que sur les 1000 d'une semaine. Quand il dit les fans veulent voir les meilleurs, justement. Parce qu'ils ne voient pas les meilleurs pendant 4 jours. C'est vrai. Alors que Monte-Carlo, franchement, on est tout de suite dans le tournoi. Oui, mais les 4 premiers jours, il y en a pour tout le monde. Les 4 premiers jours, c'est les vrais fans de tennis qui s'en fichent de voir Alcaraz ou Basilashvili. Et puis après, à partir du moment où on arrive sur les têtes de série... Je suis un vrai fan de tennis. Kesmanovic, Kovacevic ou Vukic-Kovacevic... Premier tour d'un 1000, je ne suis pas sûr de regarder le match en entier. Oui, mais il y a d'autres matchs. Peut-être regarder si on me dit il y a un point. Sur un tableau à 96, il y a une offre. Je ne suis pas si vieux, je suis jeune. Finalement, je vais voir les highlights moi aussi dans le match. Oui. Mais tu as vendu plus de billets et comme tu l'as dit, les droits de télé ne sont pas ce qui rapporte le plus d'argent à l'ATP sur une saison. Donc, ce n'est pas comme la NBA, ce n'est pas comme le foot. Donc, la vente de billets est essentielle. Non, mais après, c'est de passer. Comment on fait pour passer de 80e, 70e pour rentrer dans ces tournois-là? C'est là, en fait. C'est pour ça qu'il parlait de challenger, lui. Il faut tout refondre. Ou alors, les challengers comme ceux d'Arnaud à Aix-en-Provence, par exemple, c'est à $175 000. Oui, ça, c'est nouveau, par exemple. Très loin des 250 en termes de niveau et de tableau. Il y a certains challengers qui sont mieux dotés. Celui qui est entre les deux. Masters 1000 de Miami. Et pas mieux doté. Pas mieux doté, non. Non, pas doté, je veux dire, avec un meilleur. Ils n'ont pas à rougir des joueurs. Oui, mais en termes de ressources pour les joueurs, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Mais c'est. Non, je ne parlais pas de dotation financière, mais en présence. C'est plus relevé. Ça, c'est vrai. On voit la difficulté de mettre un circuit en place. Ce qui est certain, ce qui est très important dans le tennis, c'est que les grands chelems restent vraiment au même endroit et les 4 plus grands tournois du monde. Ça, c'est hyper important parce qu'un sport ne doit pas perdre ses bases et ses fondations. Ça, c'est primordial. Donc, les grands chelems doivent rester au-dessus de tout. Mais il ne faut pas que ça vampirise non plus le reste, c'est ça. Le problème, c'est que tu as l'imprestion qu'il n'y a plus que ça qui compte. Il faut quand même arriver. Non, il n'y a que ça qui compte pour 2 joueurs. Parce que même pour le grand public. Ce que je veux dire, c'est que l'intérêt de Gaudenzi, c'est aussi de montrer que il y a 9 ou 10 grands tournois le reste de la saison qui sont mais je crois que c'est parce qu'on sort justement de 20 ans ou 25 ans d'ultra-domination de 3 joueurs d'un côté et 2 maintenant. Du coup, ces joueurs-là ne sont intéressés que par les grands titres parce qu'ils veulent avoir le meilleur palmarès de tous les temps, on va dire. Avant, c'était pas forcément comme ça. Quand c'était un peu plus dispatché, les tournois des grands chelems, mais surtout quand il y avait des surfaces très différentes en termes de ressenti. Quand le gazon était du gazon rapide et qu'il y avait la terre battue, là, on avait des vainqueurs souvent différents, on avait des joueurs qui avaient des particularités. Là, c'est plus aseptisé aujourd'hui à cause de ça. Mais je pense quand même que les Masters 1000 intéressent grandement la grande majorité des joueurs. Oui, mais avant, il me semblait que c'était encore plus prestigieux, tu vois, quand tu gagnais Rome, quand tu gagnais... Toi, on disait souvent Rome, c'était presque pas un majeur, mais c'était... mais je te parle d'il y a très longtemps, tu vois. Il y avait un vrai prestige de ces tournois-là. Quand on dit que Mensik a gagné, si Rome est gagné par Musetti, que Draper a gagné... Si Rome est gagné par Musetti,
ça va être un truc énorme. Et pour lui, pour l'Italie, et ce sera sûrement magnifique à voir et tout. Si c'est gagné comme chaque année par Alcaraz ou Djokovic ou Sinner, bah oui, les gars, c'est plus trop dans leur standard. Enfin, c'est génial, mais à la fin de leur carrière, on ne dira pas, tiens, regarde, il a gagné 42 000 et lui, on a gagné 41. Il est meilleur ou 40, tu vois. Non, on dira le nombre de grands chelems, c'est toujours pareil. Donc, et puis les Masters et les Jeux Olympiques. Donc, c'est aussi pour ça. C'est peut-être parce qu'on a des joueurs trop forts qui sont intéressés que par les grands chelems. Mais les grands chelems doivent rester là-bas. Donc toi-même, tu es intéressé plus par les grands chelems que par le reste. Bah, comme tout le monde, je pense, c'est normal. Mais j'adore tout, hein. Moi je regarde. Donc peut-être que pour plus valoriser le Masters 1000, il faut sacrifier les 250. C'est le choix de Gaudenzi. Là, je crois qu'on part dans tous les sens. On part un peu dans tous les sens. Mais c'était voulu. Il raconte n'importe quoi. Oui, excusez-nous. On raconte n'importe quoi? Non, pas n'importe quoi. Non. Mais on serait curieux d'avoir l'avis des gens. Est-ce que ça va leur manquer les 250 sur le circuit? Il en restera en tout cas des 250 sur le circuit. C'est dur pour les directeurs de tournoi en tout cas. On va s'arrêter là-dessus parce qu'on a été beaucoup trop bavard. Ah bon? C'est pas mon style. Hein. Non, vraiment, je vois pas de quoi vous voulez parler. Alors moi d'habitude je suis pas très bavard, mais tu vois quand tu es là, les journalistes sont bavards. Ah ouais. C'est pour ça que ça manque d'un invité, d'un consultant, malheureusement. Ah bah sympa. Mardi prochain, on parlera de la Coupe Davis, parce qu'il y a encore un rendez-vous. On a fait le bilan calmement, très calmement. Il reste quoi, là? Il reste la Coupe Davis. La quoi? La vraie, la fausse. Vous ferez votre opinion vous-même. Le Final 8 à Bologne, fausse, on va dire. avec la France face à la Belgique, d'abord en quart de finale. Et puis, on en parlera donc. Les Français engagés, Rinderknecht, Moutet, Mpetshi Ricard, Bonzi et Herbert, sous le capitaine Paul-Henri Mathieu. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire l'article de Rémi Bourrière qui sera en ligne demain matin sur eurosport.fr. Il interviewe Jo-Wilfried Tsonga qui revient justement sur sa candidature au poste de sélectionneur de la Coupe Davis et il en garde une certaine amertume. Je crois qu'il a des choses à dire. Oui, je vous invite à aller lire cette interview parce que ça balance. Très bien. Merci Bertrand, merci Olivier. À mardi prochain dans Retour gagnant. Bye bye.